Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous tout requinqué. Délivrez-vous pour ouvrir une année 2019 en livres, en merveilles, en mots. Il s'agira pour nous, pour cette nouvelle année, de continuer à mobiliser de l'intelligence sur vos écrans. C'est ce qu'il faut faire ici en Haïti. Il faut que l'intelligence rentre en complot et arrive à chavirer les paradigmes qui bloquent ce pays. Pour cette première émission de 2019, je vais vous parler d'un organe assez particulier, un triangle de volupté. Je vais vous parler du vagin. Je vais vous parler des pouvoirs du vagin. Le docteur Maurice Jacques est sur mon plateau pour ouvrir ce bal. Attention, place tout de suite à la rubrique Temps Poème. Vous savez, il y a deux écrivains qui m'empêchent de publier mon premier livre. Le premier s'appelle Gaston Miron, il est québécois. Le second s'appelle Aimé Sabines, il est mexicain. Je vais vous lire du Sabines pour 2019. Les amoureux. Les amoureux se taisent. L'amour est le silence le plus fin, le plus hésitant, le plus insupportable. Les amoureux cherchent. Les amoureux sont ceux qui abandonnent. Ils changent. Ce sont eux qui oublient. Leur cœur leur dit qu'ils ne trouveront jamais. Ils ne trouvent pas, ils cherchent. Les amoureux sont comme des fous parce qu'ils sont seuls à s'abandonner, à se donner à tout moment, à pleurer parce qu'ils ne sauvent pas l'amour. L'amour les préoccupe. Les amoureux vivent au jour le jour. Ils ne peuvent, ils ne savent pas faire autre chose. Ils s'en vont tout le temps, toujours quelque part. Ils attendent. Mesdames et messieurs, Aimé Sabines, poème du piéton que je vous invite à lire. Place maintenant à la présentation biographique de mon invité que vous aviez vu l'an dernier dans un tout autre contexte. Là, nous avons, que voulez-vous, bouleversé le concept. Voici le docteur Maurice Jacques. Maurice Jacques est né au Verrette où il a fait ses études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne. Il entreprend ses études secondaires au lycée Anténor-Firmin. Il a fait ses études universitaires à la faculté de droit et des sciences administratives pour l'obtention d'une licence en droit. Il a enseigné à Port-au-Prince dans divers collèges et à Saint-Marc au lycée Sténio-Vincent. En 1969, il part pour le Canada, précisément le Québec, où il entreprend des études à l'Université Laval. Il obtient un doctorat en psychopédagogie. Il enseigne pendant plusieurs années à l'Université Laval. Par la suite, il étudie aux États-Unis, en Californie et au Texas, et il devient psychothérapeute en approche psychocorporelle. En 1999, il retourne en Haïti, s'y installe et travaille depuis ce temps comme spécialiste en psychologie éducationnelle. Il entreprend de nombreuses activités en Haïti. Depuis son retour au pays, il enseigne à l'Université Quisqueya. Depuis le tremblement de terre de janvier 2010, il a mis sur pied une institution, le Centre de formation et de santé corporelle et psychologique, où il prend en charge plusieurs personnes, enfants et adultes présentant une pathologie. Le séisme de janvier 2010 a ouvert de nouveaux horizons à la créativité de Maurice. Dans le Centre de formation de santé corporelle et psychologique, il a formé plusieurs promotions de psychothérapeutes denrées rares en Haïti. Avec l'aide de ces nouveaux professionnels, il a travaillé avec des milliers de personnes traumatisées par cet événement malheureux de 2010.
Il a aussi mis en place une école spéciale pour les jeunes ayant des difficultés d'apprentissage ou présentant des troubles de développement ou de personnalité. La clientèle est constituée d'enfants autistes, de jeunes manifestant des retards de développement ou une certaine pathologie. On y trouve également des adolescents psychotiques, des cas de boulimie, de trisomie 21, de bipolarité, de foyers épileptogènes, etc. Maurice Jacques a pratiqué le théâtre en Haïti depuis son adolescence. Il a étudié les arts dramatiques avec Gabriel Hubert à l'Institut français d'Haïti. La pratique de la scène l'a conduit à écrire plusieurs pièces de théâtre, comme Molière. Il écrivait et il jouait. Son livre le plus connu en théâtre est sans doute Le Fils du bâtard, joué dans plusieurs villes du pays. Le thème de ce drame était la domesticité et l'abus sexuel dont sont victimes les filles domestiques. Il a écrit et publié au Canada plusieurs ouvrages dont le premier, Le Miroir, Les Voix closes, poésie, L'Ange du diable, conte. D'autres livres prennent naissance sous la plume comme Humour blanc ou Pourquoi le blanc rit-il du noir? Recherche sur le racisme. Les lettres de ma pubescence, Tessons de sanglots et de verbes, poésie, Accords ouverts, essais autobiographiques, La maîtresse et le pouvoir du vagin. Son dernier né, Pour une éducation sans bâton, coécrit avec Nelson Augustin, a pris naissance dans son esprit d'adolescence parce qu'il a été un enfant battu et même maltraité. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Docteur Maurice Jacques, La maîtresse ou le pouvoir du vagin. Page 215. Faisons parler la femme. La sexualité demeure la manifestation la plus évidente de l'amour. Cette évidence se reflète dans tout le corps, parfois de manière subtile ou parfois très visible. Elle représente le moment, le lieu, le mode et le langage qui favorisent en grande partie la connaissance de l'autre sur un plan tout à fait différent. Comment connaître la femme avec laquelle tu fais l'amour régulièrement? Docteur Jacques, bonne année 2019. Bonne année aussi, Angelo. Il y a plein de questions de cette portée qui sont partout dans ce livre. Un livre au titre brûlant, au titre extrêmement provocateur, La maîtresse ou le pouvoir du vagin. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans ce livre, c'est le fait de vouloir donner la parole à ces femmes de dehors, à ces femmes à côté, qui sont toujours ostracisées, mal vues. Les petits ménages sous-côté ne sont jamais très bien vus. C'est exact. C'est exact. Et puis je pense que depuis le temps des temps, la maîtresse a occupé une place très importante dans presque toutes les sociétés. Déjà, si on parle de Jules César, qui a eu Cléopâtre comme maîtresse. D'ailleurs, je l'ai lu dans mon livre que César a conquis l'Égypte et Cléopâtre a conquis le cœur de César. Et je racontais comment, quand César arrivait avec son armée, et puis il demandait à rencontrer Cléopâtre, et puis il y a un tapis qui se déroulait, et puis Cléopâtre était devant lui, nue. Et puis César était complètement foudroyé. Il a perdu la tête et il a perdu l'Égypte aussi. Mais il a gagné une femme, une maîtresse. Donc Cléopâtre, voici donc l'architecture féminine par excellence qui porte ce pouvoir de la femme, ce pouvoir du vagin. Mais y a-t-il une nuance entre une femme et un vagin? Bon, c'est un corps complet. Un corps, selon le principe de l'unicité, on ne peut pas détacher l'un de l'autre. Mais pourquoi j'attire l'attention sur cette partie de la femme? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, d'ailleurs même le gynécologue, qui soigne les femmes,
parfois, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas complètement, de façon exhaustive, cette partie de la femme. C'est une zone compliquée Une avec zone plein de compliquée. quartiers. C'est ça, exactement. Si vous placez un homme nu là, eh bien, tout le monde, ce que vous allez voir, eh bien, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Mais si je place une femme nue, vous ne voyez rien. Tout ce qui est à voir est à l'intérieur. Tout ce qui est à voir à l'intérieur. C'est peut-être est ça à l'intérieur. le pouvoir réel du vagin, le pouvoir de cacher son potentiel. Cette mysticité. Parce que moi, j'ai comparé la femme à la terre. C'est la terre. Il y a toujours quelque chose de mystérieux dans la terre. C'est pour ça que je suggère aux hommes eh bien, de la cultiver, de l'arroser et de la traiter avec soin. Comme une terre qu'on ne connaît pas, mais qu'on cultive et on attend. C'est donc tout ça le travail, avec un figure type dans ce livre, le fameux docteur Georges Grégoire, GG, qui est, on a le mot kleptomane, mais qui est lui un hétéromane. J'ai adoré ce concept, je l'ai inscrit quelque part. Exactement. L'hétéromane, c'est pour qualifier les obsédés sexuels, les gens qui sont dans une addiction sexuelle. Mais dans le cas de Dr Grégoire, c'est encore plus que ça, parce que lui, il fait une maladie qu'on appelle une addiction. Alors l'addiction, c'est l'homme, c'est le fait de ne pas être capable de s'en passer de femme, d'avoir plusieurs relations sexuelles dans une semaine, dans un mois. Et c'est cela ma on question. n'en a pas assez. Pourquoi ce serait une addiction que de vouloir faire l'amour tout le temps, avec plusieurs femmes, que de varier sa géométrie sexuelle et de plaisir? Mais D'Angelo, l'excès nuit. Donc ça veut dire il est permis de faire l'amour. Et je pense même pour la santé mentale, pour la santé physiologique, on a besoin de relations sexuelles. Mais alors quand on arrive dans l'excès, et même quand on veut s'arrêter, on n'est pas capable. C'était le cas de John Fitzgerald Kennedy, qui est obligé. Et ces gens-là souffrent aussi d'une maladie qu'on appelle maladie d'Addison. Et cette maladie-là, il y a beaucoup de douleurs, on souffre beaucoup, il y a beaucoup de douleurs dans cette maladie-là. On peut prendre des comprimés pour calmer la douleur, mais aussitôt qu'on fait l'amour, la douleur se calme. Mais à quel moment peut-on parler d'addiction? 2 rapports sexuels par jour, 5 par jour, 22 par mois? À quel moment? Ce n'est pas quantitatif. C'est le fait de n'être pas capable de s'arrêter. C'est le fait de toujours en vouloir. De toujours en beaucoup plus. vouloir. Et de n'être jamais satisfait. C'est comme pour les femmes qui sont nymphomanes? C'est l'équivalent de la nymphomanie. On utilise la nymphomanie pour les femmes. Nymphe, ça vient d'une partie du vagin. Quand on parle de nymphe, c'est une partie du vagin que parfois même les femmes ne sont pas au courant que ça existe. Et les nymphes ont leurs propriétés biologiques. Ouais. C'est grâce aux nymphes, quand une femme urine par exemple, que le liquide ne tombe pas sur ses jambes. Ce sont les nymphes qui canalisent le liquide, qui fait le liquide prendre une direction, la direction voulue. Voyez? Ouais. Donc, on utilise ce mot-là. Nymphe, il y avait les déesses qui étaient des nymphes. Oui, c'est aussi dans la mythologie Dans la grecque. mythologie grecque, les déesses étaient des nymphes. Donc, vous me dites que l'addiction au sexe, c'est pas quantitatif, c'est dans le fait de toujours en vouloir beaucoup C'est ça, plus. c'est ça exactement. C'est pas la quantité. Une personne qui n'est pas addictive peut avoir plus de relations sexuelles qu'une autre qui est addictif. Mais c'est le fait de n'être pas capable de s'arrêter et d'en vouloir tout le temps et d'en souffrir surtout. Est-ce que celui qui est addicté, c'est celui qui voit le sexe partout? Partout. Partout. Ouais, parce que j'ai un cas en tête. Je bossais dans une école de filles et je reçois une collègue qui voit les filles sur la cour courir et tout. Le mec, il m'a dit, ah, D'Angelo, regarde-moi ces vagins. J'ai dit, mec, ce sont des êtres humains. Ouais. Le mec n'a même pas vu des êtres humains. Mais ça, il a vu des vagins courir. Mais c'est un fantasme. Parce que le fantasme n'est pas tout à fait l'addiction. Parce que l'addiction est plus biologique. C'est dans l'individu même. La personne peut avoir des fantasmes. Par exemple, vous voyez une femme, eh bien, vous pensez tout de suite à quelque chose, vous avez des idées, ce qui est naturel. Là, ce n'est pas l'addiction. Oui. Non. Excuse-moi. L'addiction, c'est le fait de ne pas être capable de supporter ce qu'on appelle un arrêt dans les relations sexuelles. Par exemple, je prends le cas de John Fitzgerald Kennedy. Des fois, il était obligé de se déguiser pour passer dans les couloirs, dans les corridors, pour aller voir les prostituées. Parce qu'il n'est plus capable de s'arrêter. À cause de la maladie aussi qu'il avait, la maladie d'Addison. Donc, c'est ce besoin constant et de sexe. Est-ce que ce besoin est dérangeant? Est-ce que ce besoin-là peut porter préjudice à la santé de l'individu?
ce besoin de sexe tout le temps. Oui, certainement. Je dirais préjudice d'abord à la santé mentale, parce que la personne va avoir une pensée toujours orientée vers la sexualité. Et ce préjudice peut être biologique aussi, parce que le fait, si la fréquence est trop élevée, vous voyez, donc ça peut faire ça. Il y a des jeunes qui sont comme ça aussi. Le fait de se masturber 3, 4, 5, 6 fois au cours de la nuit, c'est une forme d'addiction. Parce que l'addiction, c'est un mot qu'on utilise dans la sexualité, mais qu'on utilise surtout au niveau de la toxicomanie. Vous voyez, les gens qui prennent la drogue, quand cette personne-là arrive au niveau de l'addiction, eh bien, c'est irréversible. Moi, quand j'ai un client que j'arrive, je l'évalue, qui est toxicomane, il a atteint le niveau d'addiction, eh bien, j'hésite même à faire payer les gens parce que je sais clairement que ça va être très difficile pour moi de faire quelque chose pour lui. Donc, est-ce que l'addiction au sexe serait comme l'addiction à la drogue, comme l'addiction à l'alcool Exactement. C'est comme la boulimie ou la boulimie est une addiction moins importante Non, c'est pas. Est-ce qu'il y a une chaîne de valeur entre les addictions? Bon, il y a une différence entre la boulimie, parce que la boulimie, c'est une maladie, c'est une psychose. Okay. La boulimie, c'est l'équivalent de l'anorexie. La boulimie, la personne mange beaucoup, tandis que l'anorexie, la personne refuse de manger. Ça, c'est une psychose. Mais la personne qui est addict ne fait pas de psychose. C'est simplement le désir. Vous savez que vous avez dans votre cerveau une zone qui contrôle le désir. Et cette zone-là, parfois, dans le fonctionnement neuronal, cette zone-là, sa demande est simplement trop élevée. Vous voyez? Mais cette personne-là n'est pas malade. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Si l'addiction au sexe, par exemple, si nous considérons le cas de Kennedy, c'est quand même l'un des plus grands, l'un des plus illustres présidents américains. Ouais. Ça sous-entend qu'on peut être addicté au sexe et être un individu bien équilibré, bien dans ses bottes et avec un rayonnement important sur la société. Oui. Mais Kennedy, son cas est particulier parce qu'il avait aussi une maladie. Ouais. Comme je viens de vous dire tout à l'heure. Ouais. Et Gégé aussi avait cette maladie-là. Donc, avec cette maladie-là, il était obligé d'avoir une relation sexuelle pour calmer leur douleur. Mais on rencontre d'autres cas d'addiction où la personne, simplement, de façon fréquente, eh bien, n'est pas capable de rester sans avoir une relation sexuelle 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il n'est pas capable. Et c'est dans vos catégories conceptuelles psychologiques que vous cataloguez ces gens d'addictés, de malades? C'est la psychologie contemporaine qui les catalogue de la sorte? Bon, on les catalogue dans la sorte parce que il y a une perception chez ces personnes-là qui les amène vers la sexualité malgré elles. Ouais. Donc c'est pour ça que... C'est ça que la chose est... Dans ce cas-là, c'est des gens qui ont besoin d'un traitement. Quand on a fini de les diagnostiquer, c'est le cas de mon client Georges Grégoire. Et sur un cas comme ça, quel traitement peut-on administrer à un patient addicté sexuellement? Qu'est-ce qui est possible? Ah, mais c'est complexe. On ne va pas entrer dans cette chambre. Complexe. Les gens pourront toujours vous voir après, au cas où ils auraient cette forme d'addiction. Tu pourras me voir après. Celle-là, elle est bonne. C'est la meilleure pour cette année. J'imagine. On aura une bonne conversation. Mais si vous le permettez, retournons au vagin, Dr Jacques, cet organe qui nous fascine et qui nous préoccupe et qui occupe cette émission aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonde le pouvoir du vagin? Que savons-nous de l'origine de son pouvoir? Vous savez que depuis le temps des temps, l'homme était toujours préoccupé par la femme. Et vous savez que la femme aussi, surtout dans le cas de la maîtresse, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la maîtresse jusqu'à maintenant. Oui, on va en venir à elle. Parce que le titre du livre, c'est la maîtresse. C'est la maîtresse, oui. Parce que le pouvoir, c'est ce pouvoir-là qui permet à la maîtresse de dominer les hommes. De dominer les hommes. Et vous savez, et il y en a des exemples. Je t'avais donné tout à l'heure l'exemple de Jules César avec Cléopâtre. Il y a l'exemple de Chirac que j'ai donné avec dans le livre. Toutes les maîtresses qu'il a eues. Avec les maîtresses qu'il a eues. J'ai une documentation très large sur ces gens-là parce que je n'aurais pas pu écrire des choses comme ça sans être sûr que ça existe. Par exemple, dans le cas de Kennedy, qui a eu Marilyn Monroe, qui était sa maîtresse, et qui par la suite se promenait un peu partout pour trouver des prostituées,
pour aller Oui, passer. avec les passer ses services nuits. secrets Avec les américains services qui étaient secrets mobilisés américains. pour l'amener Ouais. dans des bordels. C'est ça, c'est ça. C'était du lourd. Hein? Ouais, ouais. Donc Et maintenant, sur l'origine du pouvoir, qu'est-ce qui a constitué les fondements de ce pouvoir vaginal? vous savez que la psychologie s'est donnée à trouver la différence entre l'homme et la femme. Moi, j'ai pensé à quelque chose. J'ai dit, par exemple, je prends, je ne sais pas si tu es créationniste. Je suis C'est-à-dire athée, penser malheureusement. que c'est Dieu qui a créé. Non, je suis les athée hommes. militant. Bon, par hypothèse. Moi, c'est l'enfer tout de suite. On va accepter ça. Si on accepte ça, que Dieu a créé l'homme et la femme, moi je dis que Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé l'homme et Dieu a construit la femme. Dans le sens où elle aurait été extraite des côtes de l'homme. Et ses matériaux de travail, c'était les côtes de l'homme. Il a construit la femme. Donc la femme, c'est un être construit. Et si on veut être un petit peu plus sérieux, on va directement au niveau physiologique, eh bien, on va voir que la femme est. Tandis que la femme, l'homme est fait. Tandis que la femme est. Comment vous établissez cette nuance? Eh bien, la femme, par exemple, comment reconnaître qu'une femme est femme? C'est naturel. Aussitôt qu'une femme a sa menstruation, on dit que cette femme-là, cette personne-là, cette jeune fille-là est une femme. Comment faites-vous pour savoir qu'un jeune homme est devenu un homme? Ah, mais pour la pollution nocturne. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pour Ça ça nous arrive à d'ailleurs. tous vers 12 ans. C'est pour ça d'ailleurs, dans les tribus africaines, eh bien, ce qu'on dit, eh bien, on dit pour devenir homme, eh bien, le jeune homme doit accomplir, le jeune gens doit accomplir une prouesse. Ouais, tous les Une rites grande de action. passage. Il y a tout le rituel, tous les rythmes de passage du jeune adolescent à l'état d'homme. Tandis que pour la femme, on n'a pas besoin de ça. La femme, elle devient femme de façon naturelle. Elle Voyez? s'impose comme être au monde. Elle s'impose. Vous savez que moi, j'ai entendu une jeune fille qui dit à sa mère une fois, je suis une femme comme toi. Carrément. Carrément. Elle avait 17-18 ans, puis elle était mensuelle, donc je suis une femme. Absolument. Ouais. Et c'est puis, vrai. j'ai dit à la mère, il faut accepter ça. Dès qu'il y a C'est les vrai. règles, dès que la C'est fille ça, est capable de exactement. reproduction, elle est une femme. Elle est une Maintenant, femme. qui est la maîtresse? La maîtresse, vous écrivez, se définit comme une entité qui dirige, qui domine, qui possède. Et j'aurais une petite question. Très souvent, la maîtresse est considérée comme le pneu de rechange de l'homme en question. Des fois, la maîtresse n'est qu'un corps qui est disponible pour ses prouesses sexuelles. S'il a pris femme, la femme épouse a beaucoup plus de valeur à ses yeux que la maîtresse. Comment la maîtresse domine-t-elle alors qu'elle est mise de côté d'office par l'homme, qui la considère comme son petit jeu sexuel? Bon, je ne dirais pas ça parce que la femme n'est pas mise de côté par son concubin. La maîtresse n'est pas mise de côté par son concubin. Elle est mise de côté par la société. C'est parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur la maîtresse. Aussitôt que tu es maîtresse, eh bien, on te traite de tous les noms. Tu es une voleuse d'hommes, tu es une voleuse t'es une voleuse en somme. Moi, j'adore Ouais. cette formule, voleuse d'hommes. J'adore. On peut nous voler, nous autres, les hommes. Moi, je suis disponible à me faire voler. Ah ben voilà. Alors, non, il faut effacer ça, il ne faut pas... Mais c'est pas grave. Les gens Alors- vont adorer et peut-être que des femmes vont prendre ça au sérieux et vont vous voler. Ouais. Alors, je pense que... Alors, dans ce sens-là, la maîtresse a ce pouvoir-là que peut-être la personne, l'épouse, l'épouse, elle est déjà une épouse. Elle a déjà conquis tout ce qu'elle avait à conquérir. Mais c'est Elle elle a qui est un dans les mari. représentations, Oui, celle qui fait c'est- les salons, les fêtes. La maîtresse n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de quoi, la maîtresse? La maîtresse a besoin d'avoir cet homme-là et de dominer cet homme-là. Est-ce que la maîtresse n'a pas besoin de l'argent de cet homme? Surtout. Surtout de l'argent de cet homme, surtout des avantages, tous les Ouais, des avantages, commodités qu'il les peut commodités, offrir, vous voyez, toutes les commodités. Et là, dans les livres que je t'avais envoyés, La Dame aux Camélias. Oui. Donc, dans La Dame aux Camélias, Alexandre Dumas décrit très bien. Bon, lui, il a parlé de prostituées, mais la Dame aux Camélias, c'était une maîtresse des grands hommes, des bourgeois, des princes. Ouais. Donc la maîtresse, elle est confortable avec sa psychologie. Elle sait qu'elle est là pour procurer du plaisir à l'homme. En retour, elle a quelques avantages. Maintenant, docteur Jacques, n'y a-t-il pas des maîtresses que par amour?
des femmes qui sont déjà installées socialement, économiquement, qui ont fait de bonnes études en criminologie, par exemple, et qui décideraient d'être avec un homme marié. Oui, ou bien en agronomie. Ou bien en agronomie. Et qui décideraient d'être avec un homme marié et qui s'en foutent, quoi. Oui. Et moi, bon, ce que tu viens de dire là, c'est des cas qu'on rencontre souvent en Haïti. Que le type, il est marié, il a 3-4 enfants avec son épouse, et puis il a une maîtresse avec des enfants aussi. Oui, avec des enfants. Et les épouses n'adorent pas ça. Il y a certaines épouses qui aiment bien que tu aies ta petite maîtresse, mais de là à lui faire des enfants, mais tu as des épouses qui ne te pardonnent pas ça. C'est tellement courant en Haïti. Ouais, c'est tellement courant. Et vous avez donné des chiffres là-dessus, oui, sur des enquêtes que vous avez conduites dans quelques écoles. Attendez, il faut que je tombe peut-être sur cette page, où vous dites, j'ai entrepris dans une école primaire de Port-au-Prince une enquête qui a révélé que 30% des parents interrogés représentent des familles monoparentales. Voilà. Donc ça fait que les hommes font des enfants à droite à gauche. À droite à gauche. Ça, par contre, il faut l'interdire, il faut le proscrire. Bon, moi je pense qu'il faut... D'abord, il faut l'interdire, mais il faut s'assurer aussi d'une éducation. Ouais. Parce que l'éducation compte beaucoup. Vous savez, la plupart des pays qui font des lois pour interdire des choses, ils accompagnent toujours ces lois-là d'une certaine éducation. Parce que je ne sais pas si je racontais ça dans ce livre-là, parce que j'ai écrit tellement de livres, que moi, quand j'arrivais ici, vous savez, en faisant le dossier d'un jeune patient de 15-16 ans, eh bien, je vais lui demander combien de frères tu as. Bien, j'ai 2 frères. Combien de sœurs? J'ai 3 sœurs. Mais moi, je m'étais de leur demander, est-ce que vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs? Eh bien, c'est maintenant que je constate, il y a presque tous les jeunes, ont des demi-sœurs, plus que 50% ont des demi-sœurs et des demi-frères. Voilà. 50%. Comment peut-on définir la maîtresse? On l'appelle une femme à côté. En créole, on dit femme dehors. Mesdames et messieurs, le docteur Maurice Jacques est sur le plateau Délivrez-vous. C'est votre première émission de l'année. Nous parlons du vagin. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Une émission qui se donne cette tâche de vous colter aux choses de l'esprit, à l'intelligence. Ça n'a jamais tué personne d'être cultivé. Ça n'a jamais tué personne de s'adonner au pouvoir du vagin. Non, peut-être que ça peut poser problème. Je vais vous lire un petit passage. Page 55, docteur Maurice Jacques est avec nous. Il écrit « Chez les Érotos de la Nouvelle-Guinée, la relation homosexuelle pour les hommes fait partie d'une véritable éthique. Ces hommes voulaient se soustraire au pouvoir du vagin, donc ils pratiquent une stricte ségrégation des hommes dans le but de se protéger du contact dangereux des femmes qui provoquent ce qu'ils désignent comme le ham-ha-ha, sorte d'essoufflement qu'éprouve le mâle après l'acte coïtal. » Alors là, les érotos, c'est quelque chose. Maintenant, il y a des hommes qui pensent encore à ça. Parce que moi, j'ai des amis qui ont naturellement un certain âge ou un âge certain qui disent, bon, écoute, moi, c'est fini, les femmes, ça ne m'intéresse pas, je vais gaspiller mon énergie. Et le ha-ha dont parlent les érotos, bon, ça, c'est longtemps. Et ils préféraient s'adonner à l'homosexualité juste pour se soustraire dans les relations sexuelles avec les femmes. Mais j'imagine qu'ils pensaient qu'il y avait, que c'était un pouvoir, que c'était vraiment un pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier, à une certaine époque, on parlait des Amazones. Oui, les Amazones, vous en avez parlé en effet. Oui, les Amazones. Et c'est pour ça qu'il y a une catégorie de femmes que je classe parmi les Amazones.
que j'appelle les femmes Amazones. Ouais, ces femmes Amazones sont des femmes de puissance. Je te souhaite de ne pas tomber sur une femme comme ça. Parce qu'il y a deux types de femmes Amazones. Il y a la femme Amazone que je dirais comme les guêpes, mais il y a les femmes Amazones comme les abeilles. Les femmes Amazones abeilles, c'est le type de femme un peu sucrée, qui vont, comme le nom l'indique, Voilà. Elles vont te donner du miel. Absolument. Ouais, mais elles piquent aussi. Ah ouais, quand même. Sauf que les femmes Amazon guêpes vont piquer, mais tu n'as pas de miel. Ah ouais, Donc, on va faire avec l'abeille, quoi. on va faire avec l'abeille. On va faire avec l'abeille, c'est mieux. Ouais. Mais pour en revenir aux érotos et ce ouais. principe d'essoufflement Ouais. et ce recours à l'homosexualité, je trouve que c'est bizarre comme principe. Bon. Parce que dans l'acte sexuel hétéro, il y a l'essoufflement parce que c'est un investissement physique. J'imagine qu'entre homosexuels, il y a le même investissement physique. Ouais. Il y a même un plaisir dans l'essoufflement. Absolument. Parce qu'en somme, l'essoufflement, les paroles, ce sont des éléments qui accompagnent la sexualité et qui ont leur nécessité. Absolument. Docteur Jacques, étant donné que nous parlons de la maîtresse du pouvoir du vagin, nous parlons aussi par effet corollaire de relations sexuelles, que pensez-vous de Lacan qui dit « il n'y a pas de rapport sexuel » ? Ce qui sous-entend que dès qu'il y a contact intime sexuel entre un homme et une femme, au fait, ils ne couchent pas ensemble parce que chacun gère son compte dans la relation sexuelle. L'homme accomplit sa performance, il veut prouver qu'il est un mâle fort, dominant, qu'il a du background, qu'il a du coffre. Et la femme prouve qu'elle est bonne au lit, qu'elle est sublime et qu'elle est une douceur de femme. Et de ce fait, il n'y a pas de relation sexuelle. Parce que chacun fait sa chose de son côté. Chacun fait sa chose de son côté, mais ce n'est pas toujours vrai. Si c'était comme ça, d'ailleurs, il y a des clients que j'ai, que je suis obligé de leur apprendre à essayer de faire ça chacun, de faire ça de son côté. Parce que cet auteur qui a dit ça, qu'est-ce qu'il fait de la performance sexuelle? Il y a des hommes qui performent. Ouais. Et tu as déjà entendu des hommes dire « Ah, moi, le faire le crier, moi, le faire le rêler. » Et vous savez que le vocabulaire haïtien, le vocabulaire créole... Il est d'une violence. C'est un vocabulaire qui est d'une violence. J'ai un ami qui a dit une fois « le sénel », c'est ça, je ne dis pas, c'est la télévision. Tous les verbes qu'on utilise, c'est des verbes qui prouvent qu'il y a une performance qu'on va donner. Or là, il y a performance, il n'y a pas d'égoïsme. Parce que si je veux performer, c'est parce que je veux plaire à quelqu'un. Donc la relation sexuelle est quand même là. Au moins que la personne arrive à atteindre un orgasme. Voici donc une question fondamentale au cœur de ce livre que vous posez également, la problématique de l'orgasme. D'abord, dans le cas masculin, est-ce que dès qu'il y a éjaculation chez l'homme, il y a orgasme? C'est non. C'est non. Mais pas nécessairement. On peut avoir... Moi, dans ce livre-là, j'ai défini l'orgasme comme un tremblement corporel, un séisme corporel. Ça veut dire que parfois mes étudiants me posent la question, c'est quoi l'orgasme? C'est difficile même à expliquer. On peut le sentir et puis ne pas savoir si c'est ça. Parce qu'il faut que le corps vraiment rentre en transe. Et je ne sais pas si tu as l'habitude de voir les vaudouisants qui rentrent en transe, qui perdent leur contrôle. Il faut qu'il y ait une perte de contrôle corporel pour qu'il y ait orgasme. Or, l'éjaculation, c'est simplement physiologique. Parce qu'il y a la prostate et les testicules qui contribuent à éjecter un liquide. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et on n'a pas besoin de relations sexuelles pour se rendre là. Oui, pour absolument. Les gens qui se masturbent, par exemple. Ouais. Est-ce que les gens qui se masturbent, ils éjaculent ou bien ils atteignent leur orgasme? Rare, très rare. Très rare. C'est surtout l'éjaculation. Mais dans le cas féminin maintenant, docteur Jacques, pourquoi c'est si difficile de faire jouir une femme? Elles sont quoi? 13% vous dites dans ce livre à jouir, à atteindre un orgasme environ? 13% c'est Master et Johnson, dans les recherches en 1960 qui ont parlé de 13%. Donc sur chaque 100 femmes, seulement 13 auraient un orgasme. Il faut dire qu'il y a une progression. Avec la révolution féminine, les femmes ont réclamé aussi leur part d'orgasme. Ils ont dit... Elles ont bien fait. Bravo les filles. Bravo, bravo. Elles ont dit, écoute, on veut avoir notre part d'orgasme. Et puis vous savez que maintenant, la plupart des femmes cherchent aussi à atteindre... Ils savent d'ailleurs qu'est-ce que c'est. Parce qu'avant, les femmes ne savaient même pas si ça... Ouais. Parce qu'avant, les femmes se considéraient comme presque des jouets qui étaient là pour assouvir le plaisir sexuel de son homme. De son homme.
La femme, c'était comme ça. Elle était objet, quoi. Comme un objet, au point où elle n'avait même pas le droit, dans certaines cultures, de refuser, de dire, bon, ce soir, je ne peux pas. Ouais. Et tu es là pour ça. Donc, Oui. tu ne peux pas dire non. Donc avec la révolution féminine, les femmes ont atteint un certain principe de suggestion. Elles sont devenues des sujets moi, je dis agissants. avec la révolution féminine, est-ce que c'est la révolution féminine a contribué à ça, ou bien est-ce que c'est différents facteurs qui ont contribué à ça? Parce que le fait que la femme a accès aussi à l'instruction. Hein, vous voyez, si vous allez dans la plupart des universités, à l'école de médecine par exemple, vous allez trouver des hommes et des femmes. Les femmes commencent à lire aussi. Hein. Autrefois, les livres sur la sexualité étaient réservés seulement aux hommes. Donc, aucun parent n'aurait toléré de voir sa fille de 18 ans en train de lire un livre comme ça. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ça veut dire que il y a une ouverture qui s'est faite. Regarde, moi, je donne des cours à l'université Quisqueya. Eh bien, d'abord à l'université Laval. Eh bien, la majorité, parfois, c'est moitié-moitié. Donc, les femmes sont maintenant beaucoup plus armées, beaucoup plus cultivées. C'est ça, beaucoup plus cultivées. Et elles sont capables aussi de faire des recherches sur la question de la sexualité. Et vous parlez également de la place du langage et lors d'une relation sexuelle en vue de toucher à l'orgasme. Alors, vous dites, nous sommes d'accord que le plaisir est pour nous deux. Si vous n'êtes pas sûr que votre partenaire a eu l'orgasme, pose donc la question et demande, chérie, tu viens? Mais cette question, elle est difficile à poser parce que la fille va peut-être chercher à faire plaisir à l'homme et va dire, oui, ça va, je viens. Eh bien, c'est son problème. Ou bien l'inverse aussi est tout aussi vrai. Si c'est la femme qui pose la question à l'homme, l'homme va dire oui, c'est bon. On va dire que c'est son problème. Parce que si elle veut vraiment avoir sa part, de bonheur, de plaisir, de bonheur, parce qu'en somme, il est vrai, regarde, les animaux s'accouplent dans un seul but, c'est de procréer. Nous autres aussi, les humains, nous voulons avoir des enfants, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal des relations sexuelles, c'est d'avoir du plaisir. Absolument. Et du côté de la femme et du côté de l'homme. Donc ça veut dire que maintenant, si la femme, on peut trouver des femmes qui sont encore comme ça, qui ne s'intéressent pas à la relation sexuelle, qui vont s'adonner à ça juste pour faire plaisir. Mais c'est rare. Pour le moment, au moment où on est en train de parler, c'est vraiment rare à l'échelle planétaire qu'on va trouver ça. Et on ne peut pas parler d'orgasme féminin sans le docteur Grafenberg, qui a vaniteusement appelé un petit point dans le vagin, le point G. Alors ce point G, parlons-en en Haïti à la télévision. Il a donné son nom à ce point G et il a expliqué comment aussi l'atteindre, comment toucher ce point-là. Mais il y a eu beaucoup de débats sur cette question-là. Il y a des psychologues qui disent que ce n'est pas vrai, ce point G n'existe pas, c'est simplement un gonflement de muscles à l'intérieur du vagin. Il y en a d'autres qui parlent simplement des effets clitoridiens au cours de la relation sexuelle. Mais jusqu'à maintenant, il y a un débat là-dessus. Oui, il y a un côté mythique autour de l'existence du point G. Tu peux le chercher si tu veux. Non, moi j'attends le mariage. Moi c'est après le mariage, rien avant quoi. Je reste célibataire avant. Et vous parlez également de deux niveaux d'orgasme chez les femmes, l'orgasme vaginal, l'orgasme clitoridien, mais là encore ça fait débat dans les espaces de sexologie. Oui, en sexologie, on dit que les femmes sont simplement des femmes, mais alors que certains sexologues, certains psychologues disent aussi qu'il y a des femmes clitoridiennes, qu'il y a des femmes vaginales. Ça veut dire que les femmes clitoridiennes, il faut rester à la surface dans les relations sexuelles pour arriver à les satisfaire, d'après certains psychologues. Donc tu feras l'expérience. Alors je vous trouve fort généreux dans ce livre également, Dr Jacques, quand vous donnez presque les conseils suivants. Vous dites, lorsque l'orgasme est éminent, le vagin diminue de volume et se gorge de sang. Au moment de l'orgasme, l'utérus, le vagin et la région du bassin subissent une série de contractions musculaires. La lubrification naturelle du vagin devient beaucoup plus intense. Là, je me dis, c'est comme une pédagogie de l'orgasme féminin. Mais Exactement. nous autres hommes, en pleine action sexuelle, pouvons-nous constater tout ça? Pouvons-nous nous rendre compte de ces changements? Non, vous ne pouvez pas. Si vous arrêtez pour vous rendre compte, vous allez couper votre Arrêtez plaisir. le processus. Vous allez arrêter le processus de plaisir. En somme, j'ai donné ces informations-là parce qu'en somme,
On fait des choses parfois, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Pour que l'individu, à chaque relation, puisse savoir en quel état se trouve son partenaire ou bien sa partenaire. C'est en ce sens que je donne ces informations-là. C'est important de savoir tout ça, au moins on sait. Et maintenant, il y a un programme que vous appelez le PAEE, le programme d'activité émotionnelle et énergétique. Qu'est-ce que c'est, le docteur Jacques? Bon, ça c'est long à expliquer parce que j'ai mis sur pied un centre en Haïti. C'est le centre de formation et centre de formation et de santé corporelle et psychologique. Alors, c'est dans ce centre-là, je prends des groupes de 15 personnes, parfois en individuel, pour faire de la thérapie. Alors, dans ce Des centre-là, thérapies liées à différentes pathologies psychologiques. c'est ça. Moi, je suis un psychologue en approche psychocorporelle. Ça veut dire que c'est le corps de l'individu qui m'intéresse. C'est pas le reste, je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire son âme, son esprit, ça, je laisse ça. Laissons tout ça. Laissons tout ça à d'autres professionnels. Mais moi, c'est le corps. Par exemple, tu es assis en face de moi, eh bien, je suis capable de te regarder comment, par exemple, tu portes ta tête, comment tu t'assois, comment tu t'élèves, comment se trouvent tes épaules. Et puis pour te dire, bon, je trouve que si tu devrais avoir une pathologie, voilà tel type de pathologie que tu pourrais avoir. Dans mes études, c'est une observation objective du corps. Une observation objective du corps et la prise en charge aussi se fait sur le corps. Donc ton objet d'étude, c'est le corps. C'est le corps. L'individu qui vient dans le centre dont je viens de te parler, mon programme s'appelle Programme d'activité émotionnelle et énergétique. Alors, dans ce programme-là, on fait des activités corporelles, des exercices, de la danse et surtout la respiration. Ah, mais c'est un programme complet. Et à la fin... Ben, c'est un programme complet en ce sens. Presque tous les étudiants que j'ai à l'université de Kiskeya vont chez moi prendre des cours. 4 heures de cours et puis... tu ne seras plus le même homme ni la même femme. Ah, mais c'est ce qu'il faut faire, en effet. J'espère que les gens vont vous contacter après pour ce fameux programme. On va donner votre numéro de téléphone à la fin de l'émission. Comme ça, les gens pourront vous contacter. Merci. Et pour en revenir au principe d'orgasme féminin, vous dites que des fois, on peut ne jamais l'éprouver. Et là, on parle d'anorgasmie. Il y a beaucoup de femmes qui, on va dire, souffrent d'anorgasmie. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est complètement incurable. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de l'observation du corps. Vous avez cette partie qu'on appelle région pelvienne. Il y a des gens qui ont beaucoup de tension dans cette région-là. C'est-à-dire la région pelvienne, c'est cette région-là. Les sexes sont inclus dans cette région-là. Quand la personne a trop de tension, donc, elle est incapable de se laisser aller, de s'abandonner, de laisser abandonner son corps dans une sorte de détente. Donc cette personne-là ne peut pas avoir de l'orgasme. C'est impossible. Donc il y a une pression physique. Des fois, l'homme peut faire tout ce qu'il peut. L'homme peut accomplir la meilleure des performances. Tu travailles dans le vide. Tu travailles dans le vide. J'adore la formule. Tu travailles dans le vide. Exactement. Parce qu'il y a d'autres facteurs de blocage. J'imagine il y a d'autres facteurs que vous ignorez. Oui. Donc comme partenaire, vous n'êtes pas au courant de toutes ces choses-là. Vous faites tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que la maîtresse ou bien une femme ou bien une épouse dans un rapport sexuel, il faut toujours prendre en compte son histoire sexuelle. Est-ce que vers 17 ans, 18 ans, ça s'est toujours bien passé? Quelles sont les blessures sexuelles de la personne? Exactement. L'histoire, il y a une histoire sexuelle pour chaque personne. Ça dépend comment jeune fille ou bien jeune homme, comment cette personne-là a évolué, son développement sexuel, comment ça s'est fait, dans quel processus ça s'est fait. Ouais. Tout ça, ça compte pour amener à produire un individu qui se laisse aller dans la sexualité. Absolument. Alors, la maîtresse domine, la maîtresse a un certain pouvoir sur l'homme qu'elle fréquente, mais il y a un mythe, je mets les guillemets, qui tend à faire croire que la maîtresse serait, du point de vue sexuellement, plus réussie, plus aboutie, plus performante que l'épouse. Et elle proposerait de meilleurs plaisirs. Elle accomplirait les plus grands fantasmes de l'homme. Est-ce un mythe ou un fait? Bon, c'est l'aspect social de la question. Tout à l'heure, j'ai parlé de stéréotypes aussi. Parce que la femme qui est l'épouse, parce que quand tu as fini d'être épouse, on dirait que pour toi, c'est fini. Tu n'as rien à conquérir encore. Oui, l'homme est gagné, l'homme est là, c'est il dans est la à boîte. toi, c'est ton mari et puis c'est fini. Ouais. Tandis que la maîtresse, chaque jour qu'elle se lève,
c'est une conquête qu'elle fait. Ouais. Et la conquête recommence Donc tout le elle temps. cherche toujours Chaque heure. la petite robe, Chaque la jour. petite tenue. Chaque jour, chaque minute, chaque heure, elle est obligée de reconquérir cet homme-là. Et elle sait que cet homme-là elle le sait, que cet homme-là, c'est pas à moi, c'est à Madame Intel. Oui. C'est pas à moi. Mais- Donc, elle doit refaire la conquête de façon périodique. Et le fait que l'homme ait moins de désir pour sa femme et que pour la maîtresse, est-ce que c'est l'habitude sexuelle avec sa femme qui a tué son désir d'elle? Je demande au fait, est-ce que l'habitude, le fait de faire l'amour avec la même personne systématiquement ne tue pas notre désir pour cette personne-là? Ce corps, c'est du déjà vu, c'est du déjà connu, on connaît trop ce lieu-là. Bon, je ne pense pas que ça arrive comme ça. Si on est marié avec une personne, il y a de l'amour, entre guillemets, entre ces deux personnes-là, ça peut durer des années. Ça peut durer des années. Ça n'empêche pas à l'homme d'avoir des relations extra-conjugales, comme on dit, mais sa femme va rester sa femme. Mais on n'est pas dans... Mais ça peut arriver Ouais. aussi, comme tu dis, ça peut arriver que l'homme, Ouais. à un certain moment donné, a beaucoup plus, dans son orientation sexuelle, a beaucoup plus de désir pour La maîtresse. Pour la maîtresse Ouais. que pour sa femme. Alors là, on va laisser le cadre social, normé de la chose. Je vais vous demander, est-ce qu'il est normal, biologiquement, de coucher avec la même personne pendant plus de 10 ans? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal, biologiquement, de coucher avec la même personne, le même corps, la même géométrie, le même sourire, la même personne pendant plus de 10 ans? Mais vous Est-ce que savez- c'est normal, biologiquement? Oui, vous savez que dans la relation sexuelle, il y a une série d'attitudes qui doivent se refaire. Donc, si ces deux personnes-là ont la capacité de refaire les choses, toujours les refaire, parce que l'homme doit se constituer comme un sculpteur. Eh bien, chaque jour, Tu resculptes le corps de ta femme. c'est ça. Tu refais la Mais tu as parlé d'un sculpture. modèle d'homme dans Ouais. ce livre qui peut coucher avec une femme et en visualiser une autre en même temps pour éjaculer. Ça, c'est pas mal, je trouve. Mesdames et Et là- messieurs. Eh bien là, il y a une petite pathologie dans ça, par exemple. Ça, c'est le fantasme. Ouais. Par exemple, Mais le mec, il est avec sa femme, mais il voit Marilyn Monroe, quoi. oui, oui, c'est ça. Sa femme n'est pas, je ne sais pas. Et puis peut-être que cet homme-là a rencontré une femme, a une relation avec une autre femme qu'il ne pourra plus revoir. Donc, Il, mais ce n'est pas une mauvaise donc, chose. il par exemple. projette le C'est corps ça, de cette femme de cette désirée femme-là désirée. sur celui de sa Oui, mais la femme. plupart des psychologues disent que ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet deux choses. Ça permet premièrement à cet homme-là de continuer cette relation sexuelle, hein, de ne pas Ouais. l'interrompre, hein, Ouais. par manque de puissance sexuelle. Comme ça, il n'a pas une panne. Parce que la panne, c'est la pire des choses qui C'est peut la pire qui arriver. peut arriver. Et la deuxième chose, ça lui permet aussi d'arriver jusqu'à l'éjaculation et de permettre à cette femme qui est en Surtout- cause d'avoir même un orgasme. Ça doit Voyez? être la première préoccupation de tous les hommes lors d'un rapport sexuel, comment faire jouir l'être aimé. Messieurs, ça doit être ça la mission. Moi, j'attends le mariage pour m'y adonner. Vous qui êtes déjà là-dedans, investissez-vous à fond pour que votre partenaire jouisse. La maîtresse, le pouvoir du vagin, vous suivez des livres et vous, ou bien des vagins et vous, c'est à vous de voir. Allez-y, respirez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chapitre 4, la maîtresse ou le pouvoir du vagin. Le docteur Maurice Jacques est mon invité. Femmes et mythes. Voici les contenus de ce chapitre. Oedipe, sexe et fatalité. Légende de Tirésias, femme pendant 8 ans. Hélène de Troie, mourir par millions pour un vagin. J'adore cette formule. Vous avez un côté provocateur aussi. Hein? Lysistatra,
le vagin, une âme convaincante. Les Amazones, le sexe armé. Pandore, les secrets féminins. Eurydice, la femme mystère. Dalila, le vagin qui tue. La femme fatale, le vagin piège. Ces catégories ont l'allure d'être des catégories misogynes. La femme qui piège, la femme qui tue, le sexe armé. Est-ce que la femme est autant dangereuse pour nous autres hommes? Bon, Qu'elle soit épouse ou maîtresse. Mais si on regarde bien, ces catégories-là, ce n'étaient pas nécessairement des femmes dangereuses. C'est simplement des catégories de femmes. Et si on veut faire une transposition, disons dans l'état actuel des choses, vous pouvez catégoriser les femmes comme ça. Quand je parle par exemple des Amazones, je pense. Des Amazones, oui. Des Amazones. Le sexe armé. Le sexe armé. Vous avez des femmes qui sont très autoritaires. C'est leur personnalité. Mais ce n'est pas des femmes dangereuses. Peut-être qu'il y a des hommes aussi qui ont besoin d'une femme autoritaire. Il y a des hommes qui ont besoin de femmes autoritaires, qui ont besoin pour gérer leur vie, pour gérer leurs affaires. Vous voyez? Par exemple, cette femme qui t'a dit, bon, qu'est-ce que tu apportes? Donc, ça veut dire que même les hommes ont besoin, chaque homme a besoin d'un type de femme. Par exemple, il y a des hommes qui n'ont pas besoin de femmes qui parlent beaucoup, qui ont plus besoin de femmes inhibées, qui parlent très peu. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont besoin de femmes qui parlent beaucoup parce que lui, il ne parle pas. Il y a des hommes qui n'aiment pas parler. Il y a des hommes qui n'aiment pas parler. Mais qu'en est-il des hommes qui aimeraient des femmes intellectuelles? Moi, j'aime bien les femmes intello, les femmes cultivées, qui ont du background. Et dans les catégories femmes et mythes, je n'ai pas une figure de femme intello. Une femme à la maison qui peut parler de Proust, de Voltaire, de Rousseau. Mais quand on parle de mythologie, je prends ça, j'ai pris ça dans l'histoire. Absolument, des figures qui ont existé. Des figures qui ont déjà existé, qui étaient déjà là. Par exemple, quand je parle de la légende d'Eurydice ou Hélène de Troie, ou bien la femme fatale avec Dalila, non? Avec Dalila, par exemple, Dalila, c'est un genre de femme qu'il faut faire attention. À n'importe quel moment, qui peut te porter un coup. Mais ce type de femme-là existe encore. Oui. Alors, la Dalila, c'est pas dans la mythologie. De Dalila, ça existe encore. La Dalila, alors, rappelons pour les téléspectateurs, c'est la femme de Samson, qui avait toute sa force dans ses cheveux. Dans ses cheveux. Et c'est elle qui a livré le secret, aux Philistins. Le secret de Samson aux Philistins. Et puis, on avait arrêté Samson et puis on l'avait tué. Vous voyez? Donc, ça, dans cette histoire, on relate en même temps la faiblesse d'un homme et la trahison d'une femme. Mais pour qu'il y ait trahison, il faut qu'il y ait parfois, il faut une certaine faiblesse quelque part. Maintenant, une autre figure, c'est la fameuse figure d'Eurydice. Eurydice qui est en enfer. Qui est en enfer. Et puis... et son mari. Comment il s'appelle encore? Attends, je vais te dire tout de suite. Eurydice, c'est... Orphée. Orphée, voilà. Orphée était allé le chercher en enfer. Et puis, il a fait... Lui, on lui avait demandé de ne pas tourner la tête, sinon... Eurydice va mourir définitivement. Et puis il a oublié, il a tourné la tête pour la regarder. Parce que Eurydice l'a supplié, chérie, regarde-moi, chérie, parle-moi. Voilà. Là, il s'est retourné et là, il a perdu. Donc le modèle d'Eurydice dans notre contemporanéité serait cette femme-là qui nous fait quoi? Faire des choses... Faire des choses que tu ne veux pas faire, en somme. Et des choses qui vont après la porter préjudice à elle. Bon, à elle ou bien à l'homme aussi, parce que lui aussi, ça lui a porté préjudice parce qu'il a perdu une femme. Il est quand même, il a dépensé beaucoup d'énergie pour aller la chercher en enfer. Et puis, par faiblesse, en l'écoutant, il l'a perdu. Donc, Eurydice serait comme un modèle de femme en 2019 qui te provoque, qui dit, allez, fais donc ce que tu as à faire, vas-y. Puis après, qui ne peut rien faire après. Mais l'interprétation, ce n'est pas moi qui dois le faire. Hein. Ce sont les lecteurs. Parce que moi, j'ai mis ça là pour permettre aux lecteurs de dire, bon, écoute, de quelle mesure? Parce que quand on écrit, parfois on écrit des choses et puis vous allez voir, le lecteur va trouver des explications auxquelles vous n'avez même pas pensé. Oui, Daniel Pennac a raison quand il dit que c'est le lecteur qui prolonge le livre. Le lecteur non seulement prolonge le livre, je dirais même, parfois même, réécrit le livre. Ouais, parce que je me souviens quand j'étais au secondaire, il y a un professeur qui nous donnait des fables de La Fontaine sans conclusion. Et on devrait ajouter la conclusion. Ouais, c'est un bon travail de création. Un travail de création. La fable n'est pas un nom, mais on ajoute la conclusion. Vous l'avez pu la continuer. Légende de Tirésias maintenant, femme pendant 7 ans. Dans les Métamorphoses, Ovide explique comment Tirésias obtient le don de divination. Cet homme qui a connu une vie des deux sexes a fait l'expérience de la vie de femme.
Pendant qu'il se promène en forêt, il dérange l'accouplement de 2 serpents avec son bâton. Il est aussitôt transformé en femme et il demeure sous cette apparence pendant 7 ans. La 8e année, le hasard le conduit à revoir les mêmes serpents s'accoupler. Il refait la même action avec son bâton et redevient homme. Tirésias a fait l'expérience de l'orgasme de la femme et du mâle. Et il a confié à Jupiter, en présence de son épouse Junon, que les femmes jouissent 7 fois plus que les hommes. C'est sur cette phrase-là que je voudrais vous mobiliser. Mais moi, ce que je vois dans cette légende-là, c'est que, j'ai dit ça toujours en blaguant, que Tirésias, c'est la seule personne à bien connaître la femme pour avoir été femme. Ouais. Et vous Parce dites que également, pour avoir été femme, il connaît vraiment les doubles plaisirs. Parce que là, vous parlez aussi des lesbiennes. Vous dites très souvent, lesbiennes, ça se passe très bien, parce que les deux connaissent déjà le corps et oui, il y a une pratique. C'est l'une des choses sur laquelle tous les psychologues s'entendent pour dire que les lesbiennes ont un niveau de jouissance beaucoup plus élevé que l'hétérosexuel. Parce que la femme, pour caresser la femme, connaît tout le corps de la femme. C'est son corps. Ouais, c'est comme si elle était avec son propre corps. De caresser son propre corps. Mais en même temps, les lesbiennes mettent en crise notre vision, notre imagerie de la sexualité. Il n'y a pas de pénétration lesbienne, j'imagine. Ça se passe dans un autre lieu. Donc ça prouve que le lieu du plaisir de la femme est au fait son clitoris. Bon, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'aventurer un petit peu parce que dans ce domaine-là, ce n'est pas un domaine que je connais très bien. Le domaine clitoridien ou le domaine des lesbiennes? Bon, le domaine de relations homosexuelles, en ce qui concerne les homosexuels. Mais ce que je sais, c'est que le plaisir, on le crée. Le plaisir n'est pas là, on le crée. Donc on n'a pas besoin de pénétration pour créer le plaisir. Ouais. Parce qu'on le crée avec ce qu'on a. Avec les moyens du bord. Avec ce qu'on possède. Et vous parlez également d'une figure type. Que faites-vous des femmes qui utilisent les gadgets sexuels, les godemichés? C'est ça, etc., pour avoir du plaisir. Si vous allez dans certaines boutiques aux États-Unis, au Canada et dans tous ces pays, vous allez voir, on vend tous ces gadgets-là. Vous me faites penser à 2 villes, à Paris, Pigalle, le quartier du sexe. Le quartier du sexe. Toute une avenue consacrée. C'est rien que ça, à Pigalle. Rien que ça, à Pigalle. Ouais, il y a une chanteuse qui a une chanson là-dessus, Pigalle. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens de cette chanson-là. Alors, Pigalle, celle-là, non, malheureusement, et Pigalle, voilà. Ouais. Et je pense aussi au quartier des putains à Amsterdam. Où c'est marqué quartier putain. Oui, c'est marqué ça. Hein? Pour une fois dans ma vie, je me suis dit, ces pays-là sont développés. Et derrière les vitrines, tu as des femmes comme des costumes. Et je parle de ça dans ce livre-là. De la prostitution également dans ce livre, vous en parlez. Du temps des Grecs, il y avait des quartiers qui étaient réservés uniquement pour les prostituées. C'est ce que les Hollandais ont fait dans le quartier rouge qu'ils ont. C'est ça, exactement la même chose. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Du temps des Grecs, on faisait ça. Hélène de Troie, mourir par milliers pour un vagin. Mon cher, chaque fois que je regarde ce film-là, Hélène de Troie, et je vois Paris qui enlève cette femme-là, ce film-là, je l'ai vu peut-être, je ne peux même pas compter combien de fois que je l'ai vu. Mais à chaque fois que je le regarde, je dis, comment se fait-il, juste pour une femme, Agamemnon a soulevé des armées, pas une armée, des armées pour aller chercher une femme. Voici le pouvoir. Tout à l'heure, tu m'as posé la question parlant du pouvoir. Regarde, ce pouvoir-là existe depuis très longtemps. Ouais. Hein? Un vagin a mobilisé des armées. Et puis, il y a tout un pays qui est détruit. Troie. Oui, Troie. Elle est détruite complètement, toute une nation, à cause d'une femme. Pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris. Là, nous sommes dans le mythe de Lysistrata. Le vagin devient une âme convaincante. Pour empêcher que les hommes n'aillent faire la guerre, le message est passé de bouche à oreille ou de vagin à vagin. Refusez-vous à vos maris. Mais il y a des choses que moi j'écris et puis j'ai dit, est-ce que je ne suis pas en train de donner des armes aussi? Parce que d'autant que vous avez des filles, vous avez 3 filles. Oui, j'ai 3 filles. Ah ben voilà. Vous armez vos filles, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Parce que Lysistratos, cette histoire-là, c'est une histoire qu'on raconte. Dans cette histoire-là, on vous dit comment les femmes restaient à la maison tout seules et puis les maris partaient tout le temps en guerre. À un certain moment, les femmes s'étaient
dit, écoutez, on va les arrêter. Ouais. Et une seule chose qu'elles ont dit, si vous partez en guerre, quand vous allez revenir, vous n'aurez pas ça. Et puis, tous les hommes sont restés, ils sont pas allés en guerre. Vous voyez? Hein? Comme quoi, hein? Et il y a une autre histoire que j'ai racontée dans ça aussi, c'était la maigrette qui était en fuite. Et puis les femmes attendaient leur mari devant la porte d'entrée de la ville. Et puis, les femmes leur faisaient signe aux soldats. Si vous rentrez en Grèce, vous ne retournez pas pour aller vous battre, eh bien, vous n'aurez jamais ça. Et puis, les soldats sont retournés sur le champ de bataille et ils ont gagné la guerre. Voici ce qui nous prouve que le vagin a un réel pouvoir. La prostitution est un lieu d'expression par excellence de ce pouvoir. Les hommes vont jusqu'à payer pour avoir accès à ce triangle de volupté. Ouais. Donc, la prostitution, je l'appelle le plus vieux métier du monde, parce que ça a existé. Je lis, surtout dans la légende grecque, chez les Romains, c'était même organisé, la prostitution à cette époque-là. Et je regarde dans le temps actuel qu'on vit, comment les pays ne savent pas quoi faire avec la prostitution. En France, on a changé plusieurs fois les lois. Ils vont même pénaliser les clients maintenant en France. Pénaliser les clients. Ils ont, par exemple, au Canada, à Québec que je connais, il y a certains quartiers. Par exemple, il y a un quartier, une rue qu'on appelle rue Sainte-Catherine. C'est là que se promènent les soirs les prostituées, me dit-on. J'allais vous demander comment vous le savez, docteur Jacques. Qu'allez-vous faire à la rue Sainte-Catherine? Je sais que je suis un présence de journaliste. Je me protège d'avance. Cette fameuse rue Sainte-Catherine à Montréal. À Montréal, la rue Sainte-Catherine. Alors, mais il y a des lois, même en Haïti, il y a des lois concernant les prostituées qu'on n'applique pas, bien entendu, parce que les lois ne sont jamais bien appliquées en Haïti. Mais il y a des quartiers que, par exemple, autrefois, une prostituée n'avait pas le droit d'aller habiter, autrefois. Ah bon? Ah oui. Elles étaient à ce point discriminées? Ah oui, discriminées. Alors qu'elles ne font que garder un métier vivant? Mais c'est la censure sociale. C'est la censure sociale. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on organisait ce qu'on appelle des balles, des soirées dansantes. Eh bien, tenue de ville obligatoire. Eh bien, il y a des gens, quand j'étais à Saint-Marc ou bien au Verrette, qui arrivaient pour entrer et puis on leur dit non, vous ne pouvez pas rentrer. Ouais, parce qu'on savait, on connaissait leur vie sociale, leur rang social, qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Alors que ce sont des gens qui aident la société, à un certain niveau quand même. Alors, faire l'amour ou faire le sexe, page 196. Quelle est la différence, docteur Jacques? Quand est-ce qu'on fait l'amour? Quand est-ce qu'on fait le sexe? Faire le sexe, c'est mécanique. Voilà. Un homme en érection, c'est ça. Une pénétration, et puis fini. 1, 2, 3. Et puis tu fais. Voilà. Il n'y a pas d'introduction. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a pas d'échange de fluide. Il y a, comme parmi les livres que je t'ai donnés tout à l'heure, Apprivoiser la tendresse de Jacques Salomé, eh bien, il n'y a pas cette manifestation qui constitue un support aussi. Le temps pour les préliminaires aussi, pour allumer le foyer, comme vous dites. La femme est un foyer, vous dites. Oui, non seulement. La femme est un foyer, ça prend du temps pour l'allumer. Pour l'allumer. L'homme est une bougie. Avec une allumette, pop, on est déjà... Oh oui, tu frottes une allumette et puis tu... On est opérationnel. Fini. Il devient opérationnel. Tandis que la femme, il faut l'entretenir, il faut mettre des petits bois, il faut mettre... un petit peu de musique. Il faut... Un petit bémonceux. Exactement. Il faut qu'il y ait de l'éros dans la chose. De l'éros. Il faut que ce soit... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise le mot érotique. Des femmes et Dieu éros qui président à cet acte sexuel. Alors, naturellement, faire l'amour, c'est ça. Mais faire le sexe, il y a des gens qui ont passé leur vie à faire le sexe. Ils ne peuvent pas parler de faire l'amour parce qu'ils n'ont jamais fait l'amour. Ils n'ont jamais fait l'amour. Ouais. Et vous dites que le corps féminin est un monde à découvrir également. Tout le temps. Et c'est par... Est-ce que c'est la meilleure façon d'y aller? C'est par la conversation ou par le doigté? Bon, c'est-à-dire que il ne faudrait pas non plus penser que la connaissance de l'autre passe par la sexualité. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, 80% de mes amis, c'était des femmes. C'était des jeunes filles. Ah, bravo, docteur Jacques. 80%. Il faut garder cette habitude. Mais c'était vraiment des amis. Ouais. Des amis. J'allais chez elles et j'ai même eu l'habitude d'aller chez
ces amis-là, moi, on venait de province. Ces gens-là restent tout seuls. Et puis, j'allais coucher chez elles. Ah, Ils c'était dormaient, vraiment de et puis bonnes mon amies. ami. C'était vraiment des liens amicaux. Mais il faut être capable de développer aussi ces genres de relations. Et de respecter l'amitié de la personne. Et de respecter l'amitié de la personne et de respecter aussi l'intégrité physique de la personne. Très souvent, chez les hommes, même si l'amitié existe et persiste, à un moment, le mec, il fait « Je t'ai toujours aimé, tu sais, je suis désolé. Mais il y a une différence entre les sociétés, par exemple. Vous allez voir dans les sociétés où, ici, c'est parce que les femmes sont tellement enfermées que les jeunes, ils ne voient... Ça ne fait pas très longtemps qu'on a des écoles mixtes en Haïti. Moi, je me souviens, j'ai passé toute ma vie au lycée, j'ai vu une seule fille. Une seule. J'étais en réto. En réto, quand on l'a vue arriver, en tout cas, c'est une fille qui avait beaucoup de caractère. Sinon, elle n'aurait pas pu rester au lycée. Comme professeur ou comme élève? Non, comme élève. Comme élève. La seule qui était en réto, on était près de 50 élèves, juste une fille. Je ne sais pas pourquoi elle était là. J'imagine qu'il y avait 50 mâles, mâles, 50 lions qui voulaient la manger, ça. quoi. Actuellement, elle est au Canada, mais c'est une fille qui avait beaucoup de caractère. Ça veut dire qu'on est tellement élevé, éduqué, loin des filles. Le voyeurisme, c'est quelque chose qu'on trouve chez l'Haïtien. Aussitôt qu'une femme est assise, on aimerait regarder, voir. Mais vous ne trouvez pas. pas. Et quand elle monte l'escalier, tu as toujours des mecs. C'est ça. Mais le type qui est habitué... Ce n'est pas une pathologie, le voyeurisme, rassurez-moi. C'est pas une pathologie. Ce n'est pas pathologique, je dirais qu'il y a un aspect social, sociologique là-dedans. Parce qu'en somme, ça dépend comment le type est éduqué. Si le type est, par exemple, je prends la société québécoise que je connais, les filles et les garçons, moi j'ai mes filles qui vont étudier avec des gars, jusqu'à 2 heures du matin, et puis ça... Voilà, elles ne font qu'étudier. Elles ne font qu'étudier, disons. Ils ne font qu'étudier. Donc ça veut dire que, mais c'est des choses on commence maintenant à avoir. Mais malgré tout, les parents sont encore très réticents, très réservés par rapport à ça. Et vous connaissez bien le proverbe qui dit, petite fille, c'est gasoline, petit garçon, c'est allumette. Mais comment tu peux mettre ces deux-là ensemble? C'est dangereux. C'est même dangereux. En fait, mais lorsqu'on met ces deux-là ensemble, ça fait du feu. Ça fait du Et feu. le feu, c'est la vie, docteur Jacques. Autant les mettre ensemble. Oui, mais on a besoin que ça fasse du feu à un certain moment donné. Mais alors, c'est que pour prendre... Bon, nous allons dire ça un petit peu plus sérieux, c'est que dans l'éducation des jeunes, il faut habituer les filles et les garçons à être ensemble. Quand vous êtes habitué à être ensemble, donc que ce soit une fille qui est à côté de vous ou bien un garçon, vous ne voyez pas de différence. Tu es à côté de moi, tu échanges avec moi une fois. Mais quand vous n'avez pas l'habitude d'avoir des filles, d'avoir des relations avec des filles, c'est comme ça devient encore plus mystérieux. Le domaine féminin devient mystérieux. Vous aimez voir. Moi, je raconte dans un livre que je suis en train d'écrire que quand j'étais jeune, peut-être 5-6 ans, c'était mon rêve de voir ma mère nue. Et puis ma mère, elle faisait tout pour que c'était impossible pour moi de la voir nue. Parce que quand elle veut s'habiller, à Maurice Sodi. Et puis moi, je sors. Et puis un jour, j'ai monté sur un petit banc pour la regarder dans sa chambre qui s'est déshabillée. Elle m'a donné une volée. Alors là, ce sont vraiment les fantasmes d'enfants. C'est un peu le complexe d'Oedipe, peut-être. Oui, il y a le complexe d'Égypte qui arrive dès l'âge de 3 ans, au stade qu'on appelle stade phallique. Alors, expliquons rapidement pour ce qu'est le complexe d'Oedipe pour les gens. Et Dr Jacques, très rapidement, un peu de... Très rapidement. Le complexe d'Égypte, c'est parce que Freud vous dit que de 0 à 1 an, l'enfant a un stade qu'on appelle stade oral. Ça veut dire que c'est sa bouche qui est sa partie érotique. Tout son plaisir est dans sa bouche. C'est pour ça que les enfants mettent tout dans leur bouche. Tout dans leur bouche. Vous savez que le président Vincent a donné $100 à quelqu'un pour donner à un bébé. Et puis il dit, tu donnes ça au bébé. Et puis quelques jours après, il a rencontré le type. Est-ce que tu as donné ça au bébé? Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Ah, il l'a donné à sa mère. Bon, non, tu ne lui as pas donné. Parce qu'il devait mettre ça dans sa bouche. Il y a la deuxième phase qui est la phase anale, où tout le centre érotique de l'enfant, c'est l'anus. Et troisième phase qui concerne ta question, c'est le stade phallique, où l'enfant
sa zone érotique maintenant, c'est son organe génital. Ou Alors, déjà, à ce moment-là... C'est là qu'on vient avec l'histoire d'Égypte, que le petit garçon, eh bien, il s'attache beaucoup plus à sa mère. Il s'imagine que sa mère, c'est sa Sa femme. mère, c'est sa femme. Et la petite fille pense que ce qu'on appelle complexe D'électre. d'électre, Ouais. eh bien, la fille pense que c'est sa mère. Donc c'est vers C'est son 6-7 ans qu'on quitte un peu ce complexe-là, quoi, que les gens... À partir de 5 ans. À partir de 5 À ans, partir de on 5 ans. comprend Ouais, que ouais. maman, c'est Non, pas ma maman, femme, c'est quoi. pas. Non, ça ne peut pas. Docteur Jacques, le livre est disponible en librairie. Communication plus. Communication Mais plus, bientôt, Delma je vais 60. mettre ça à la Pléiade. Voilà, à la Pléiade très bientôt. Ouais. Anaïs Chavenet, Communication Plus, je t'embrasse. Ouais. Les gens vont passer prendre le pouvoir du vagin très prochainement. Maintenant, docteur Jacques, pour fermer cette émission, quelles sont vos recommandations de lecture à des jeunes qui vous regardent maintenant à la télé? Sinon le pouvoir du vagin, qu'est-ce que vous recommandez comme lecture à ces jeunes? Si tu veux avoir des livres, pour le moment, je n'ai pas de titre en tête. La liste que Ouais. tu m'avais soumise, Ouais. par exemple, comme Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Bon, 3 livres, Alexandre Dumas, et puis Apprivoiser la tendresse, c'est de Jacques Salombet. Et puis, bon, l'autre livre, c'est un livre très scientifique, c'est de Willem Reck. C'est Le Meurtre du Christ. Mais Voilà. ça, c'est beaucoup plus scientifique, qui concerne plus la bioénergie, les approches psychocorporelles en Ouais. psychologie. J'espère que les gens vont quand même lire ça. Ok. Et mon petit questionnaire de Proust, très rapidement. Quel est le principal trait de ton caractère, docteur Jacques? Moi, je suis un fonceur. Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme? La patience. Chez un homme? Chez un homme, c'est plutôt la persévérance. Quel est ton principal défaut? Défaut, je n'écoute pas beaucoup. Je travaille ça encore, cet aspect-là chez moi. J'imagine Ma que capacité d'écoute. les filles Jacques ont du boulot. Hein? Ouais. Il y en a 2 qui sont là, je ne connais pas leur prénom. On salue les 2 filles Jacques qui sont au studio. C'est Malaïka et Moline. Malaïka et Moline, voilà. Et quel serait ton plus grand malheur? Mon plus grand malheur qui pourrait m'arriver, c'est de n'être pas capable d'avoir une relation sexuelle. Mais ça, je fais exprès de te dire ça. Je savais. C'est mon premier fou rire de l'année. Tu n'es pas le seul provocateur. Hein? On est 2 à l'être. C'est vrai, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à un homme. C'est ça, Tu te exactement. rends compte que tu regardes en bas et rien ne monte. Bon, qu'est-ce que tu voudrais être à part être psychologue et professeur? Oh, moi, je voudrais, au point de vue professionnel, moi, j'ai toujours pensé être un cultivateur. Et quel est ton... Et j'aime jardiner. Ah ben voilà, c'est quelque chose, il faut le faire. Quel est ton mot préféré? Le mot amitié. Quel est le son, le bruit que tu détestes par-dessus tout? Le bruit que je déteste, le bruit que je déteste Ouais. le plus, la nuit ou bien le jour, n'importe quand. N'importe quand. Oh, le bruit. J'aime le bruit des oiseaux, les chants des oiseaux. Quel bruit. Ouais, moi, j'ai vécu dans un milieu. Ici, il y a tellement de bruit qu'on n'a pas le temps de désigner un bruit qu'on déteste. Ouais. Nous Parce sommes que dans un grand bruit ici. Un grand bruit, parce que moi, j'ai vécu plus de 50 ans au Canada. Donc, quand tu dors la nuit, eh bien, c'est fini. Tout le monde dort et puis il n'y a aucun bruit. Moi, vous savez que le bruit que je déteste le plus, c'est la musique quand je n'ai pas envie d'en écouter. Ah mais voilà, on a trouvé la réponse. Et vous avez une devise? Vivre et laisser vivre. Un juron... Vivre et laisser vivre. Magnifique. Un juron préféré? Va te faire foutre. Et comment tu aimerais mourir? Brusquement. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Ce que je déteste, avoir faim. Ouais, ça, on partage ça aussi. J'aime pas avoir faim. Hein. Je suis dysfonctionnel. Ouais. Et si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Après ma mort, Ouais, si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise après ta mort?
Lorsqu'il te croise au paradis, genre, salut Dieu, coucou, Maurice, on est tranquille. Moi, je vais en enfer. Ah, quand même. Je ne le raconterai pas. Ah oui, c'est vrai, il ne va pas descendre. Hein. Il va pas Il va faire trop descendre. chaud, on ne va pas le voir. Et quel est ton état d'esprit actuel? Et maintenant, now and here. Maintenant, Je now, suis- yes. Je suis bien. Bien. Mesdames et messieurs, le docteur Maurice Jacques, La maîtresse ou le pouvoir du vagin. Voici un livre qu'il faut absolument lire, qui va rebalancer toute votre vision de cette catégorie sociologique qu'on appelle les maîtresses de nos sociétés, les petits ménages sous-côté, et voir comment ces petits ménages sous-côté mobilisent les pouvoirs du vagin. Qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les figures types de ces pouvoirs du vagin? C'est un livre qui se laisse lire, qui va couler en vous. Merci, docteur Jacques. Merci beaucoup. Première émission de l'année, je remercie tout le staff technique de la télévision qui m'a permis de débarquer chez vous. Je vous dis, continuez à charbonner votre intelligence, continuez à lire. Ça n'a jamais tué personne. Gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.